Mes parents avaient tout signé en faveur de ma sœur. Ils disaient aux gens que j'avais tourné la page. Mais quand l'avocat a lu à haute voix le nom du véritable héritier, leurs sourires ont disparu. Je suis entré et j'ai tout repris. Je m'appelle Amélie Hébert et j'ai 29 ans. Il y a 3 ans, j'ai tourné le dos à ma famille et ne suis jamais revenu sur mes pas. J'avais construit ma propre vie en tant qu'ingénieur logiciel à Sophia Antipolis, loin du domaine de mes parents à Bordeaux et de leur précieux enfant chéri, ma sœur Cassandre. Puis est arrivé l'appel qui a tout changé. Mes parents étaient décédés dans un accident de voiture et leur avocat, Maître Thibault, avait besoin de moi pour la lecture du testament. J'ai failli ne pas y aller. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils avaient tous aidé à Cassie il y a des années. Du moins, c'est ce que je pensais. Avant de vous raconter comment je suis entré dans ce bureau d'avocat et que j'ai changé ma vie pour toujours, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous pour rejoindre mon parcours de reconquête de ce qui m'appartenait de droit. Ayant grandi dans la banlieue de Bordeaux, je n'ai jamais manqué de biens matériels. Mes parents, Henri et Éléonore Dupont, avaient fait de Dupont Immobilier l'une des sociétés de promotion immobilière les plus prospères de Nouvelle-Aquitaine. Notre maison de style colonial à 5 chambres s'étendait sur plus d'1 hectare de pelouse impeccablement entretenue. Nous avions une piscine, un court de tennis et même une petite maison d'amis. De l'extérieur, nous étions l'image parfaite de la famille française. Mais à l'intérieur de ces murs, la dynamique a toujours été claire. Cassandre, ma sœur de 2 ans mon aînée, était la star, la favorite, l'élue. Cela a commencé par de petites choses. À Noël, Cassie recevait la poupée chère qu'elle avait réclamée toute l'année, tandis que je recevais des jouets éducatifs que mes parents pensaient développer mon potentiel. Pour les anniversaires, les fêtes de Cassie étaient des affaires élaborées avec des promenades à poney et des animateurs professionnels. Les miennes étaient des rassemblements modestes avec un simple gâteau et quelques amis de l'école. Nous respectons simplement vos différentes personnalités, disait maman quand je demandais pourquoi le 10e anniversaire de Cassie impliquait de louer une patinoire entière alors que le mien était célébré avec une pizza dans notre cuisine. Cassie a besoin de plus de stimulation sociale. Tu es plus introverti. C'était leur explication pour tout. Personnalité différente, besoins différents, potentiel différent. En CE2, j'ai gagné le concours régional d'orthographe, battant des enfants de 3 niveaux au-dessus du mien. Mes parents y ont assisté mais sont partis immédiatement après pour se rendre au match de football de Cassie. Ce n'est qu'un concours d'orthographe, a dit papa. L'équipe de Cassie compte sur elle. Quand je ramenais que des à-partout, la réponse était toujours « c'est ce qu'on attend de toi, Amélie ». Quand Cassie réussissait à obtenir un B- en algèbre après avoir failli échouer, mes parents l'emmenaient dîner en guise de célébration dans le meilleur restaurant de la ville. Tu dois comprendre, ta sœur a des difficultés en mathématiques, m'expliqua maman quand je demandais pourquoi mes réussites étaient considérées comme acquises alors que la médiocrité de Cassie était célébrée. Nous devons l'encourager quand elle fait des efforts. Je me suis jeté à corps perdu dans les études, pensant que peut-être, si j'étais assez exceptionnel, il me verrait enfin. J'ai rejoint tous les clubs académiques, participé à toutes les compétitions, obtenu mon diplôme en étant major de promotion. Lors de mon discours de remise des diplômes, j'ai levé les yeux pour voir mes parents vérifier leur montre. Cassie avait une compétition équestre cet après-midi-là. L'école polytechnique m'a accepté avec une bourse partielle. J'avais besoin de l'aide de mes parents pour le reste, mais ils se sont opposés. Une école de commerce serait plus pratique, insista papa. Tu pourrais rejoindre l'entreprise familiale après l'obtention de ton diplôme. Mais je veux étudier l'informatique, ai-je argumenté. L'industrie technologique est l'avenir. Les lèvres de maman se sont pincées. Amélie, nous en avons déjà discuté. Cassandre ira à HEC Paris à l'automne. C'est elle qui reprendra Dupont Immobilier à terme. Tu dois être réaliste quant à ta place dans la famille. C'était la première fois qu'il l'énonçait aussi clairement. Cassie hériterait de tout. Cela avait été décidé depuis longtemps. J'ai contracté des prêts étudiants. J'ai travaillé à temps partiel. J'ai mangé des nouilles instantanées et vécu dans un minuscule appartement avec 3 colocataires. Et j'ai excellé. En dernière année, j'avais des offres d'emploi de grandes entreprises technologiques. J'ai choisi une start-up prometteuse à Sophia Antipolis, en partie pour l'opportunité et en partie pour la distance avec Bordeaux. J'y ai construit une vie, me suis fait des amis, et progressé dans ma carrière, trouvé le succès selon mes propres termes. Puis vint le mariage de ma cousine Nathalie, il y a 3 ans. Je ne pouvais pas éviter de rentrer à la maison.
Mes parents ont insisté pour que je reste à la maison familiale plutôt qu'à l'hôtel. On ne te voit plus jamais, se plaignit maman. Est-ce que ça te tuerait de passer du temps avec ta famille? C'est lors du dîner, la veille du mariage, que tout a explosé. Papa a fait teinter son verre et s'est levé, rayonnant de fierté. Nous avons une annonce à faire, a-t-il dit. Comme vous le savez tous, Dupont Immobilier n'a cessé de croître. Nous nous étendons aux développements commerciaux le long du littoral atlantique, et il est temps de commencer à planifier l'avenir. Nous sommes donc heureux d'annoncer que Cassandre rejoindra officiellement l'entreprise en tant que vice-présidente exécutive du développement, avec l'intention de prendre la relève en tant que PDG lorsque je prendrai ma retraite dans 5 ans. Tout le monde a applaudi. Cassie a souri modestement, bien que je puisse voir le triomphe dans ses yeux lorsqu'elle a jeté un coup d'œil dans ma direction. Et Amélie, demanda ma tante Grace. Va-t-elle aussi rejoindre l'entreprise? Maman a ri légèrement. Oh, Amélie a ses ordinateurs à Sophia Antipolis. Elle a clairement fait savoir qu'elle n'est pas intéressée par l'immobilier. J'étais assise là, figée. Il ne m'avait jamais demandé, n'avait même jamais envisagé que je puisse vouloir une place dans l'entreprise familiale. Il préparait Cassie depuis des années tout en me disant que je devais être réaliste quant à ma place. Je me suis excusé de table et suis allé dans le bureau pour reprendre mon souffle. Papa m'a suivi. Tu sais que c'est comme ça que ça devait se passer, a-t-il dit, pas méchamment. Cassie a la personnalité pour ce métier, le charme, les compétences sociales. Tu es brillante, Amélie, mais tu es trop analytique, trop rigide. Ce métier est une question de relation, d'intuition. Ta sœur ressent le marché. Toi, tu l'analyses à outrance. Vous ne m'avez jamais donné ma chance, dis-je doucement. Vous avez décidé quand nous étions enfants qu'elle était l'héritière et que j'étais la pièce de rechange, et vous n'avez cessé de le justifier depuis. Le visage de papa s'est durci. Cette attitude est exactement la raison pour laquelle tu ne réussirais pas dans ce métier. Tu prends tout tellement personnellement. Les affaires ne sont pas personnelles. Sauf quand ce sont des affaires de famille, ai-je répondu. Alors, ce n'est rien d'autre que personnel. Ce fut la dernière vraie conversation que j'eus avec mon père. Le lendemain, au mariage, j'ai maintenu une façade polie. Le surlendemain, je prenais l'avion pour Sophia Antipolis et bloquais les numéros de mes parents. 3 années de silence ont suivi. 3 années à construire ma vie sans le poids de leurs attentes et de leurs déceptions. Jusqu'à l'appel de Maître Thibault, l'avocat de la famille, m'informant qu'Henri et Éléonore Dupont étaient décédés lorsque leur voiture avait dérapé sur une route verglacée en rentrant de leur dîner d'anniversaire, et que malgré tout, je devais être présente pour la lecture du testament. Le dîner qui a mis fin à ma relation avec ma famille ne concernait pas seulement l'annonce commerciale. C'était l'aboutissement d'une vie entière à me sentir invisible dans ma propre maison. Après que papa m'ait suivi dans le bureau et m'ait dit que je n'avais pas ce qu'il fallait pour réussir dans l'entreprise familiale, Cassie est apparue à l'embrasure de la porte, une flûte de champagne à la main. Ne sois pas dramatique, Mimi, dit-elle, utilisant le surnom qu'elle savait que je détestais. Ce n'est pas comme si c'était une surprise pour qui que ce soit. J'ai fait des stages dans l'entreprise depuis le lycée. Pendant que j'étais activement découragé, ai-je répondu. Elle a levé les yeux au ciel. Tu n'as jamais montré d'intérêt. Tu étais toujours plongé dans tes projets de codage ou je ne sais quoi. Parce qu'à chaque fois que j'exprimais un intérêt pour l'entreprise, on me disait que ce n'était pas ma force, ai-je dit. Il est difficile de montrer de l'intérêt quand on est constamment redirigé. Cassie a soupiré de façon dramatique. Écoute, nous avons toutes nos voix. La mienne, ce sont les affaires. La tienne, ce sont les trucs techniques. C'est comme ça. Papa a hoché la tête. Cassandre se prépare à cela depuis toute sa vie. Elle a fait des études de commerce. Elle a les bons contacts. Elle comprend comment les choses fonctionnent dans notre monde. Parce que vous lui avez donné ces opportunités, ai-je dit. Vous l'avez envoyée au rallye et aux événements des cercles privés. Vous l'avez présentée à vos associés. Vous l'avez emmenée sur les sites de développement. Vous ne m'avez jamais offert ces mêmes chances. Maman était entrée dans la pièce à ce moment-là. Amélie, s'il te plaît. Tu fais une scène. C'est le moment de Cassandre. Ne peux-tu pas simplement être heureuse pour ta sœur? C'était toujours le refrain. Sois heureuse pour ta sœur. Ne fais pas d'ombre à ta sœur. Ne ramène pas ça à toi. Je les ai regardés tous les trois, debout là. Papa irrité,
maman soucieuse des apparences, Cassie triomphante et suffisante. Et quelque chose en moi a finalement cédé. Je pars, dis-je doucement. Ne sois pas ridicule, dit maman. Le mariage est demain. Je serai au mariage. Je sourirai pour les photos. Je porterai un toast aux jeunes mariés. Et puis, j'en aurai fini. J'en ai fini de prétendre que nous sommes une famille aimante alors que je n'ai jamais été plus qu'une pensée secondaire pour vous tous. Maintenant, tu es juste puéril, lança papa. Non, je suis enfin honnête. Vous avez clairement fait votre choix. Cassie obtient tout. L'attention, les opportunités, l'entreprise, probablement même cette maison à terme. Très bien. Elle peut tout avoir. Mais elle ne m'aura pas moi aussi. Je ne resterai pas pour regarder le spectacle de Cassandre. Je suis sorti du bureau et suis monté dans mon ancienne chambre. Le lendemain, j'ai rempli mes obligations au mariage. J'ai embrassé la mariée, dansé avec mes cousins et évité ma famille immédiate autant que possible. Le surlendemain, j'étais dans un avion pour Sofia Antipolis. Maman a appelé et laissé des messages vocaux en larmes pendant quelques semaines. Papa a envoyé un email sec sur le fait de prendre du temps pour se calmer. Cassie a envoyé un texto qui disait « Bien joué de tout ramener à toi, comme d'habitude. » J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai créé des filtres de mails pour envoyer leurs messages dans un dossier que je ne vérifiais jamais. Je me suis jeté dans mon travail et j'ai essayé de reconstruire ma vie sans l'ombre de la déception familiale qui planait sur moi. Mon amie Diane est devenue mon système de soutien à Sofia Antipolis. Elle m'invitait aux fêtes avec sa famille. Son mari, Patrick, m'a appris à faire de l'escalade, un passe-temps que j'ai découvert et adoré. J'ai construit une famille choisie autour de moi, composée de personnes qui m'appréciaient exactement pour qui j'étais. Parfois, des nouvelles me parvenaient. Un ami commun a mentionné la promotion de Cassie. Un ancien camarade de classe m'a félicité pour le nouveau projet de développement de mes parents. J'hochai la tête et changeai de sujet. Le plus étrange fut de découvrir, lors d'une rencontre fortuite avec la cousine de ma mère lors d'une conférence à Berlin, que mes parents disaient aux gens que j'avais tourné la page de la famille. Ils ont dit que tu trouvais l'entreprise familiale trop contraignante, m'a-t-elle dit, l'air mal à l'aise. Que tu avais besoin de tracer ta propre voie et que tu ne voulais pas du fardeau des attentes familiales. Éléonore a dit que tu es très indépendante et qu'ils respectent ton espace. Ils avaient réécrit notre arrangement comme étant mon choix, mon rejet. Ils s'étaient transformés en parents compréhensifs donnant à leur fille rebelle l'espace nécessaire pour se trouver. J'ai ri amèrement cette nuit-là dans ma chambre d'hôtel. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Tout pour maintenir la façade de la famille parfaite. Tout pour éviter d'admettre qu'ils avaient chassé leur fille cadette par des années de favoritisme et de dédain. Quand Grace, ma tante, a appelé pour m'annoncer l'accident, je n'ai rien ressenti au début. Juste un vide béant là où le chagrin aurait dû être. Ils rentraient de la célébration de leur 35e anniversaire, dit-elle, la voix brisée. Les routes étaient verglacées. Henri a perdu le contrôle de la voiture dans un virage. Ils ont été tués sur le coup. Je suis désolé, dis-je automatiquement. Les funérailles ont lieu samedi, continua-t-elle. Cassandre s'occupe des arrangements. Elle n'était pas sûre que tu voudrais être impliquée. Bien sûr qu'elle ne l'était pas. Cassie avait probablement apprécié d'avoir nos parents pour elle toute seule ces 3 dernières années. Je vais réserver un vol, dis-je, me surprenant moi-même. 2 jours plus tard, j'ai reçu l'appel de maître Thibault. Mademoiselle Hébert, dit-il, la voix formelle. Je suis l'avocat de la famille Dupont. Je crois comprendre que vous serez à Bordeaux pour les funérailles. Nous aurons besoin que vous restiez pour la lecture du testament lundi matin. Est-ce nécessaire, ai-je demandé. Je supposais que tout irait à Cassandre. Il y eut une pause. Il serait dans votre meilleur intérêt d'y assister, dit-il prudemment. Il y a des questions qui vous concernent directement. J'ai failli refuser. À quoi bon? Mais quelque chose dans son ton a piqué ma curiosité. Très bien, dis-je. Lundi matin. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ce lundi changerait tout. Que le récit soigneusement construit de ma famille s'effondrerait. Que la vérité que mes parents avaient cachée pendant des années éclaterait enfin au grand jour. Et que j'entrerais dans ce bureau d'avocat et regarderais le sourire suffisant de ma sœur disparaître alors que ses plans soigneusement élaborés tombaient en morceaux. Atterrir à Bordeaux, c'était comme remonter le temps. L'horizon urbain familier, l'accent distinctif du chauffeur de taxi,
même la qualité particulière de la lumière hivernale. Tout cela ramenait des souvenirs, bons et mauvais. J'avais refusé de rester à la maison familiale malgré l'insistance de tante Grace. Au lieu de cela, je logeais chez les parents de Diane, qui vivaient toujours dans la banlieue où nous avions grandi. Ils m'ont accueilli avec une sympathie discrète et m'ont laissé de l'espace pour traiter mes émotions compliquées. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin », a dit Madame Benoît en me montrant leur chambre d'amis. « Nous t'avons toujours considéré comme une autre fille. » Je les remerciai, la gorge serrée par une émotion inattendue. Les Benoît m'avaient toujours traité avec une chaleur que mes propres parents montraient rarement. Ils avaient assisté à mes expositions scientifiques et à mes récitals de piano lorsque mes parents étaient occupés par les événements de Cassis. La veille des funérailles, j'ai décidé de visiter mon ancien quartier. Je suis passé devant notre maison familiale, une imposante demeure en retrait de la route. Sa vue m'a causé un pincement au cœur, pas exactement de nostalgie, mais de quelque chose d'inachevé. J'ai continué jusqu'au café local, le Grain quotidien, où j'avais l'habitude d'étudier pendant le lycée. Il n'avait presque pas changé. Même fauteuil en cuir usé, même menu à la craie, même odeur de café et de cannelle. J'attendais ma commande quand j'ai entendu une voix familière. « Amélie, c'est toi. » Je me suis retourné pour voir Catherine Fournier, ma partenaire de laboratoire de chimie au lycée. Nous n'avions jamais été proches, mais nous étions amicales. « Catherine, salut, dis-je en acceptant sa brève accolade. « Comment vas-tu ? » « Je vais bien. J'enseigne la chimie dans notre ancien lycée maintenant, si tu peux le croire. » Elle marqua une pause, son expression passant à l'inquiétude. « J'ai été tellement désolé d'apprendre pour tes parents. C'est affreux. » « Merci, dis-je automatiquement. Elle hésita. « J'ai été surprise d'apprendre que tu revenais, après tout. » J'ai froncé les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Catherine semblait mal à l'aise. « Oh, tu sais, après ton départ. Tes parents ont mentionné que tu avais tourné la page de la vie de famille. Cassandre a dit que tu avais trouvé ta propre voie dans la technologie et que tu ne regardais pas vraiment en arrière. » Elle baissa la voix. « Il y avait des rumeurs selon lesquelles tu avais eu une sorte de dépression nerveuse après l'université, que tu ne pouvais pas supporter la pression de rejoindre l'entreprise familiale. » Ma commande de café a été appelée, me donnant un instant pour contrôler mon expression. Quand je me suis retourné vers Catherine, j'ai gardé une voix neutre. Intéressante version des événements. Catherine sembla sentir qu'elle avait mis les pieds en terrain dangereux. « Eh bien, tu sais comment les gens parlent. Je suis sûr que tout était exagéré. » « Je suis sûr, acquiesçai-je froidement. Ravi de t'avoir revu, Catherine. » J'ai quitté le café, furieuse. Une dépression nerveuse ? Incapable de supporter la pression ? J'avais obtenu mon diplôme en tête de ma promotion à l'école polytechnique et aidé à bâtir une start-up technologique prospère à partir de rien. Pendant ce temps, Cassis s'était vu offrir une vice-présidence dans l'entreprise de nos parents sans avoir à faire ses preuves. Mon prochain arrêt fut le cimetière. J'avais besoin de voir les tombes de mes parents avant les funérailles, d'avoir un moment privé avec mes sentiments compliqués. Leur parcelle se trouvait dans la section familiale du cimetière du Chêne Vert, sous un grand chêne. La terre fraîchement retournée était couverte de fleurs, des roses, les préférées de ma mère. Je suis resté là, attendant que le chagrin me frappe. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la colère, des regrets et un profond sentiment de perte. Pas seulement pour leur mort, mais pour la relation que nous n'avions jamais eue. « J'aurais aimé que vous me voyiez, ai-je murmuré. Vraiment me voir. Ils l'ont fait, à la fin. Je me suis retourné vivement pour voir une femme âgée se tenant à proximité. Il m'a fallu un moment pour reconnaître Martine Aubert, la gouvernante de longue date de mes parents, qui avait été plus une grand-mère pour moi que l'une ou l'autre de mes grand-mères réelles. « Martine », dis-je en allant l'embrasser. Son parfum familier de lavande et de citron m'a fait monter les larmes aux yeux. « Ma chère enfant », dit-elle en me tapotant le dos. « Tu m'as terriblement manqué. »« Que voulais-tu dire par ville m'ont vu à la fin ?» ai-je demandé alors que nous nous asseyions sur un banc voisin. Martine regarda vers les tombes. « Ton père a changé ces derniers mois. Il regardait de vieux albums de famille, des vidéos de toi enfant. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait fait des erreurs. » J'ai dégluti difficilement. « A-t-il essayé de me contacter ?» Il a dit qu'il avait essayé, répondit Martine. « Mais tu as changé de numéro. Il a envoyé des lettres. » « Je n'ai jamais reçu de lettres, dis-je en fronçant les sourcils.
L'expression de Martine devint pensive. C'est étrange. Il les a donnés à Cassandre pour qu'elle les poste, puisqu'elle disait avoir ton adresse. Un frisson me parcourut. Cassie a dit qu'elle avait mon adresse? Oui. Elle a dit à tes parents que tu déménageais beaucoup à Sophia Antipolis, que tu changeais d'appartement, qu'ils devaient envoyer les choses par son intermédiaire. Je n'avais pas déménagé une seule fois en 3 ans. Mon adresse était facilement trouvable en ligne. Le site web de mon entreprise me listait dans la section de notre équipe. Martine, mes parents ont-ils changé leur testament récemment? Ai-je demandé soudainement. Elle parut surprise. Je ne saurais le dire avec certitude. Mais ton père rencontrait maître Thibault assez souvent dans les mois précédant l'accident. Et une fois, je l'ai entendu au téléphone dire que quelque chose devait être réparé. Alors que je retournais chez les Benoît ce soir-là, mon esprit était en ébullition. Mes parents auraient-ils eu des remords à l'idée de m'exclure? Cassie avait-elle intercepté leur tentative de réconciliation? Je me suis arrêté à un feu rouge et j'ai remarqué que j'étais près de notre ancienne maison. Sur une impulsion, j'ai tourné dans notre rue et me suis garé en face de la propriété. Les lumières étaient allumées en bas. Cassie était probablement là, se préparant pour les funérailles. Alors que j'étais assise à regarder la maison, une voiture s'est garée dans l'allée. Cassie est sortie du côté conducteur, suivie de son mari Jacques du côté passager. Il riait de quelque chose en se dirigeant vers la porte d'entrée. Juste avant d'entrer, Cassie s'est arrêtée et a regardé directement ma voiture. Même à cette distance, j'ai pu voir son sourire s'effacer alors qu'elle me reconnaissait. Elle a dit quelque chose à Jacques, qui a jeté un coup d'œil avec un froncement de sourcils. Puis ils sont entrés, fermant fermement la porte derrière eux. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser aux mots de Martine. Ton père a changé ces derniers mois. Il regardait de vieux albums de famille. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait fait des erreurs. Je me suis levé et j'ai fouillé dans ma valise jusqu'à ce que je trouve la seule photo de famille que j'avais gardée après l'arrangement. Une photo de vacances en Bretagne quand j'avais 12 ans. Dessus, nous sourions tous sur un voilier. Le vent fouettant nos cheveux, le bras de mon père autour de mes épaules. J'ai fixé cette image pendant longtemps, essayant de la concilier avec l'homme qui m'avait dit que je n'avais pas ce qu'il fallait pour rejoindre l'entreprise familiale. L'homme qui avait choisi Cassie plutôt que moi à chaque occasion. Mais en étudiant son visage sur la photo, quelque chose a attiré mon attention. Derrière nous, à peine visible dans la marina, il y avait un panneau, Port du Pont. J'avais oublié cet endroit. Un petit développement de marina que mon grand-père avait commencé, le projet qui avait lancé du pont immobilier. Pourquoi cela me semblait-il important? Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus, mais quelque chose à ce sujet me tracassait alors que je finissais par m'endormir. Le lendemain matin auraient lieu les funérailles, et le surlendemain, je serais assise dans le bureau de maître Thibault et apprendrais exactement ce que mon père avait voulu dire par « réparer les choses ». Les funérailles se sont déroulées exactement comme je m'y attendais, une démonstration soigneusement orchestrée de l'élite de Bordeaux rendant hommage à 2 des leurs. Cassie a prononcé un éloge funèbre en larmes sur notre famille unie et sur la façon dont nos parents avaient toujours soutenu leurs 2 filles dans la recherche de leur voix unique. J'étais assise au premier rang, le visage un masque neutre alors qu'elle réécrivait notre histoire familiale pour la consommation publique. Je n'ai pas parlé. J'ai accepté les condoléances avec une dignité discrète. J'ai évité d'être seul avec ma sœur. Et dès que cela fut socialement acceptable, j'ai quitté la réception à la maison et suis retourné chez les Benoît. Ce soir-là, maître Thibault a appelé. Mademoiselle Hébert, je me demandais si vous pouviez venir à mon bureau demain matin avant la lecture officielle du testament. Il y a certaines questions que j'aimerais discuter en privé. Quel genre de questions, ai-je demandé? Il vaudrait mieux en discuter en personne, répondit-il. Disons 9 heures? La lecture complète est prévue pour 11 heures. J'ai accepté, la curiosité l'emportant sur ma réticence à passer plus de temps que nécessaire sur les affaires familiales. Le lendemain matin, je suis arrivé à Thibault et associé précisément à 9 heures. La réceptionniste m'a conduite directement au bureau de maître Thibault, une pièce lambrissée, tapissée de livres de droit et sentant le cuir et l'huile de citron. Édouard Thibault était l'avocat de ma famille depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Il avait maintenant la soixantaine, les cheveux complètement argentés, mais il avait toujours les mêmes yeux bleus perçants et la même façon mesurée de parler. Amélie, dit-il en se levant pour me serrer la main. Merci d'être venue tôt. Veuillez vous asseoir. Une fois assise,
Il retira ses lunettes et me regarda directement. Je voulais vous parler en privé parce que ce qui va se passer lors de la lecture officielle pourrait être un choc pour certaines parties. J'ai pensé qu'il était juste de vous préparer. Me préparer à quoi, ai-je demandé. Je n'attends rien de la succession. C'est précisément pourquoi nous devons parler. Il ouvrit un tiroir et en sortit un épais dossier. Connaissez-vous les conditions initiales du fidéicommis de votre grand-père pour Dupont Immobilier? J'ai secoué la tête. Mon grand-père est mort quand j'avais 3 ans. Je sais qu'il a fondé l'entreprise, mais pas grand-chose d'autre. Jean Dupont était un homme remarquable, dit Maître Thibault. Il a bâti l'entreprise à partir de rien, en commençant par ce petit développement de marina en Bretagne, Port du Pont. La marina de la photo. J'ai senti un picotement d'intérêt. Votre grand-père a établi un fidéicommis pour contrôler l'entreprise après sa mort. Votre père a été nommé fiduciaire et PDG, mais avec des conditions spécifiques concernant la succession. Il fit glisser un document sur le bureau. Voici le libellé original du fidéicommis. J'ai parcouru le document, la terminologie juridique rendant la lecture lente, jusqu'à ce qu'un paragraphe me saute aux yeux, au moment de la retraite ou du décès d'Henri Dupont, le contrôle de Dupont Immobilier et des actifs associés sera transmis à l'héritier qui démontre les qualités que Jean Dupont appréciait. Intégrité, innovation, perspicacité financière et engagement envers des pratiques commerciales éthiques. Cette détermination sera faite par le fiduciaire sur la base d'une évaluation objective des héritiers potentiels. J'ai levé les yeux. Cela ne dit rien sur le fait que l'héritier doit être l'aîné. Correct, confirma Maître Thibault. Jean Dupont croyait à la méritocratie, pas à la primogéniture. Il est parti de rien et a bâti son succès grâce à un travail acharné et à l'innovation. Il voulait que l'entreprise soit dirigée par celui qui honorerait le mieux ses valeurs, quel que soit l'ordre de naissance. Mon père le savait-il? Bien sûr. Mais avec le temps, lui et votre mère ont développé leurs propres idées sur la succession. Ils pensaient que la personnalité de Cassandre convenait mieux aux affaires. J'ai senti la piqûre familière de cette évaluation. Alors ils l'ont préparé dès le début. Oui. Mais il y a environ 6 mois, votre père est venu me voir. Il a apporté ceci. Il me tendit une enveloppe cachetée. Il m'a demandé de vous la donner après sa mort, que vous assistiez ou non à la lecture du testament. Les mains légèrement tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe et déplié la lettre à l'intérieur. Amélie, si tu lis ceci, je suis parti, et j'ai perdu la chance de te dire ces choses en personne. C'est de ma faute. J'ai laissé l'orgueil et l'entêtement m'empêcher de te contacter correctement après notre brouille. J'ai suivi ta carrière de loin. L'innovation que tu as apportée à ton entreprise, l'approche éthique que tu as adoptée en matière de développement technologique, le succès financier que tu as obtenu par ton propre mérite plutôt que par des relations familiales. Tu es la petite fille de ton grand-père à tous égards importants. Cassandre a des qualités que ta mère et moi apprécions, grâce sociale, charme, capacité à mettre les gens à l'aise. Mais nous avons eu tort de les privilégier par rapport aux valeurs fondamentales qui ont bâti Dupont Immobilier. Ta sœur manque de ton intégrité et de ta vision. J'en suis venu à voir qu'elle considère l'entreprise comme un dû plutôt que comme une responsabilité. J'ai essayé de te contacter de nombreuses fois au cours de l'année écoulée. J'ai envoyé des lettres, j'ai appelé des numéros qui étaient déconnectés. J'ai même conduit près de ton bureau à Sophia Antipolis le printemps dernier, mais j'ai perdu courage quand je t'ai vu par la fenêtre, si confiante et réussissant sans nous. Je travaille avec Édouard pour réparer les choses. Au moment où tu liras ceci, des changements auront été apportés pour honorer les intentions initiales de ton grand-père. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner de ne pas avoir vu plus tôt ce qui aurait dû être évident depuis le début. Avec amour et regret, papa. J'ai replié la lettre, retenant mes larmes. Il a essayé de me contacter. Plusieurs fois. Maître Thibault a confirmé, il était assez affligé que ces lettres restent sans réponse. Je ne les ai jamais reçues, dis-je. Martine a mentionné que Cassie était censée les poster. L'expression de Maître Thibault se durcit. Je vois. C'est préoccupant, mais pas entièrement surprenant compte tenu de ce que nous avons découvert d'autre. Il sortit un autre document. Après le changement d'avis de votre père, nous avons mené un audit des opérations de l'entreprise. Nous avons trouvé des preuves que Cassandre a pris des décisions douteuses dans son rôle de vice-présidente exécutive. Il y a des indications qu'elle prévoyait de vendre des actifs clés après avoir pris le contrôle. Vendre? Mais l'entreprise est dans la famille depuis des générations. Oui,
Il semble qu'elle avait des arrangements avec Promotion Méridien pour acquérir plusieurs propriétés nettement en dessous de la valeur marchande. Le PDG de Méridien, par coïncidence, est un ami d'université de son mari. Je me suis renversé sur ma chaise, stupéfaite. Elle prévoyait de démanteler l'entreprise. Pas entièrement, mais d'extraire une valeur maximale à court terme au détriment de la stabilité à long terme. Il vérifia sa montre. Les autres vont bientôt arriver. Il y a encore une chose que vous devez savoir. Votre père a modifié son testament 3 semaines avant l'accident. Les changements sont importants et juridiquement contraignants. Quels changements? Vous entendrez les détails lors de la lecture, mais je veux que vous soyez préparés à la réaction de Cassandre. Elle n'est pas au courant de ces modifications. En quittant son bureau pour attendre dans une salle de conférence jusqu'à la lecture officielle, mon esprit était en ébullition. Mon père avait reconnu son erreur. Il avait essayé de tendre la main. Et maintenant, d'outre-tombe, il était sur le point de réparer une injustice vieille de plusieurs décennies. Pour la première fois depuis l'annonce du décès de mes parents, j'ai ressenti un véritable sentiment de perte. Pas seulement pour ce qui avait été, mais pour ce qui aurait pu être si nous avions eu la chance de nous réconcilier. À 11 heures précises, on m'a escorté dans la salle de conférence principale. Cassie était déjà là, assise à la grande table en acajou avec Jacques à ses côtés. Elle portait une robe noire coûteuse et un collier de perles qui avait appartenu à notre mère. Ses yeux se sont légèrement agrandis quand elle m'a vu, puis se sont rétrécis. « Je ne savais pas que tu resterais pour ça, dit-elle. Je pensais que tu retournerais à Sophia Antipolis juste après les funérailles. Maître Thibault m'a demandé d'y assister, ai-je répondu simplement, prenant place en face d'elle. Jacques a hoché la tête avec raideur dans ma direction. Nous n'avions jamais été proches. Il venait du même monde que Cassie, école préparatoire, grande école de commerce, membre de cercle privé depuis sa naissance. Il m'avait toujours traité avec la tolérance amusée de quelqu'un qui fait plaisir à un enfant. D'autres parents ont commencé à arriver, tantes, oncles, cousins. Plusieurs des plus proches associés de mes parents sont arrivés. Martine s'est glissée discrètement et s'est assise dans un coin. Elle a croisé mon regard et m'a fait un petit sourire encourageant. À 11h15, Maître Thibault est entré avec 2 collègues portant des piles de documents. Il a de nouveau exprimé ses condoléances, puis s'est lancé dans les procédures légales formelles. Nous sommes réunis pour la lecture du dernier testament d'Henri-Jean Dupont et d'Éléonore Fournier-Dupont, commença-t-il. Avant de poursuivre, je dois noter que ce document a été modifié 3 semaines avant le décès du défunt. La modification a été dûment exécutée et attestée, et est juridiquement contraignante. J'ai remarqué que Cassie se redressait, le front légèrement plissé. C'était une nouvelle pour elle. Maître Thibault a commencé par des legs mineurs. Bijoux aux cousins, œuvres d'art au musée, dons de bienfaisance. Cassie s'est détendue à mesure que cela se déroulait sans surprise. Elle a même souri avec suffisance lorsque Maître Thibault a annoncé qu'elle hériterait de la maison familiale et de son contenu. Puis vinrent les intérêts commerciaux concernant Dupont Immobilier et toutes les entités commerciales associées. Maître Thibault lut, Henri Dupont, en sa qualité de fiduciaire du fidéicommis Jean Dupont, a procédé à une évaluation approfondie des successeurs potentiels conformément aux conditions initiales du fidéicommis établi par Jean Dupont. Cassie se pencha en avant, impatiente, sa main trouvant celle de Jacques. Cette évaluation comprenait l'examen des décisions commerciales, des qualités de leadership, de la perspicacité financière, des normes éthiques et de la pensée novatrice, poursuivit Maître Thibault. Des consultants externes ont été engagés pour fournir une évaluation objective. Je sentais la tension monter dans la pièce. L'expression de Cassie restait confiante, mais Jacques commençait à avoir l'air inquiet. Sur la base de cette évaluation, et conformément aux souhaits explicites de Jean Dupont selon lesquels l'entreprise soit dirigée par l'héritier qui illustre le mieux les valeurs fondatrices d'intégrité, d'innovation, de responsabilité financière et de pratiques commerciales éthiques, Henri Dupont a déterminé que le contrôle de Dupont Immobilier et des actifs associés sera transmis à. Maître Thibault marqua une pause, levant les yeux du document pour rencontrer directement ceux de Cassie. Amélie Éléonore Hébert. La pièce devint complètement silencieuse. Le visage de Cassie se figea, son sourire vacillant puis disparaissant entièrement. Il doit y avoir une erreur, dit-elle finalement, la voix tendue. Il n'y a aucune erreur, Madame Dupont, répondit Maître Thibault. Votre père a été très clair dans sa détermination. Le testament modifié comprend une explication détaillée du processus d'évaluation et des conclusions. C'est ridicule, intervint Jacques.
Cassandre travaille dans l'entreprise depuis des années. Amélie n'a même pas été en contact avec la famille. Cela est abordé dans l'addenda, dit Maître Thibault en tournant une page. Henri Dupont note que malgré la distance physique, Amélie a fait preuve d'une perspicacité commerciale supérieure grâce à son travail chez Solutions Innovantes, où elle a contribué à faire passer la valorisation de l'entreprise de 10 millions d'euros à 250 millions d'euros en 3 ans. Son approche éthique du développement technologique et de la gestion financière s'aligne plus étroitement sur les valeurs fondamentales de Jean Dupont. Le visage de Cassie était devenu cendré. Quand cette modification a-t-elle été faite? Papa était stressé ces derniers mois. Il ne pensait pas clairement. La modification a été exécutée 23 jours avant sa mort, répondit Maître Thibault. Vos 2 parents ont été évalués par leur médecin la même semaine et jugés sains d'esprit. De plus, les conditions du fidéicommis n'ont pas été créées par votre père, mais par votre grand-père. Votre père remplissait simplement son devoir fiduciaire en tant que fiduciaire. Je ne crois pas ça, dit Cassie, la voix s'élevant. Amélie n'a pas fait partie de cette famille depuis 3 ans. Elle a tout abandonné. Elle ne se soucie pas de l'entreprise ni de l'héritage de nos parents. Ce n'est pas exact, vint une voix de l'embrasure de la porte. Tout le monde se tourna. J'étais sorti pendant l'agitation et me tenais maintenant à l'entrée. C'était le moment que j'attendais, la chance de finalement rétablir la vérité. Je n'ai pas abandonné la famille, dis-je en entrant dans la pièce. J'ai été mise à l'écart. Et quand j'ai essayé de maintenir une relation sur un pied d'égalité, j'ai été systématiquement isolé. Ce n'est pas vrai, protesta Cassie, mais sa voix manquait de conviction. N'est-ce pas, ai-je répliqué. Martine m'a dit que papa avait essayé de me contacter plusieurs fois l'année dernière. Des lettres que je n'ai jamais reçues, des appels téléphoniques à des numéros qui avaient soi-disant été déconnectés. Étais-tu au courant de ces tentatives, Cassie? Ses yeux s'égarèrent. Il a peut-être mentionné vouloir tendre la main. Et lui as-tu donné ma bonne adresse? Ou lui as-tu dit que je déménageais beaucoup et que tout devait passer par toi? Jacques regardait sa femme avec une compréhension naissante. Cassandre, as-tu intercepté les communications de tes parents à Amélie? Le sang-froid de Cassie craquait. Je les protégeais. Elle a abandonné la famille. Elle leur aurait juste fait du mal à nouveau. Ce n'était pas ta décision à prendre, dis-je doucement. Tu nous as tous privés de la chance de nous réconcilier avant leur mort. Maître Thibault s'éclaircit la gorge. Si je peux continuer. Le testament stipule qu'Amélie Hébert assumera le poste de présidente directrice générale de Dupont Immobilier avec effet immédiat dès son acceptation. Cassandre Dupont conservera son poste actuel de vice-présidente exécutive, sous réserve d'un examen de performance de 90 jours. Cassie se leva brusquement. C'est une parodie. Je conteste le testament. C'est votre droit, reconnu Maître Thibault. Cependant, je dois noter que votre père avait anticipé cette réaction. Il a laissé une déclaration vidéo à diffuser en cas de contestation. De sa mallette, il sortit une tablette et la posa sur la table. Voulez-vous que je la joue maintenant, ou préférez-vous reconsidérer votre position? Cassie hésita, puis hocha la tête avec raideur. Jouez-la. Maître Thibault tapota l'écran et le visage de mon père apparut. Il avait l'air plus âgé que dans mes souvenirs, plus fatigué, mais ses yeux étaient clairs et déterminés. Si cet enregistrement est diffusé, commença-t-il, cela signifie que Cassandre conteste ma décision concernant la succession chez Dupont Immobilier. Je tiens à être absolument clair que cette décision a été prise en pleine capacité mentale et après mûre réflexion. Il s'agita sur sa chaise, se penchant plus près de la caméra. Cassie, je t'aime. Tu as de nombreuses qualités merveilleuses. Mais ces dernières années, j'ai observé avec une inquiétude croissante tes décisions qui privilégient le gain à court terme par rapport à la stabilité à long terme. L'affaire Méridien à elle seule démontre une volonté de sacrifier l'avenir de l'entreprise pour un profit immédiat. Le visage de Cassie se vida de toutes couleurs. Amélie, si tu regardes ça, j'espère que tu pourras pardonner l'entêtement d'un vieil homme. J'aurais dû voir il y a des années ce qui m'est si clair maintenant. Tu es la véritable héritière de ton grand-père, en esprit et en capacité. Il regarda directement la caméra, son expression résolue. Ma décision est maintenue. Elle est juridiquement solide et éthiquement juste. Elle honore les souhaits de Jean Dupont et assure l'avenir de l'entreprise qu'il a bâtie. L'enregistrement prit fin. La pièce resta silencieuse pendant plusieurs longs moments. Finalement,
Cassie rassembla son sac à main et se leva. Ce n'est pas fini, dit-elle, la voix tremblante de colère. Viens, Jacques. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Jacques hésita. Il se retourna vers moi avec une expression mal à l'aise. Pour ce que ça vaut, je n'étais pas au courant des lettres interceptées. C'était mal. Après leur départ, Maître Thibault continua avec les dispositions restantes du testament. J'entendais à peine. Mon esprit était bouleversé par tout ce qui s'était passé. La reconnaissance tardive de mon père. La trahison de ma sœur. L'entreprise qui était maintenant, improbablement, à moi de diriger. Lorsque la lecture s'est terminée et que la pièce s'est vidée, je suis restée assise, fixant la tablette maintenant sombre qui avait contenu le dernier message de mon père pour moi. Il a vraiment essayé de réparer les choses, dit doucement Martine en venant s'asseoir à côté de moi. Il parlait souvent de toi ces derniers mois. Il était fier de ce que tu avais accompli par toi-même. J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. Que vas-tu faire maintenant, demanda-t-elle. C'était la question que je me posais depuis que Maître Thibault avait révélé pour la première fois le changement d'avis de mon père. Que ferais-je de cet héritage inattendu, de cette entreprise qu'on m'avait dit pendant des années que je n'étais pas apte à diriger? Je pense, dis-je lentement, que je vais honorer les valeurs de mon grand-père. Et peut-être qu'en faisant cela, je trouverai un moyen de faire la paix avec la mémoire de mes parents aussi. Martine me tapota la main. J'en aurais été si fier. Et Henri et Éléonore, à la fin, l'étaient aussi. En quittant le bureau ce jour-là, je savais que le vrai défi ne faisait que commencer. Cassie n'accepterait pas la défaite facilement. L'entreprise aurait besoin d'une direction attentive pendant cette transition, et je devrais trouver un moyen d'équilibrer ma vie à Sophia Antipolis avec cette nouvelle responsabilité à Bordeaux. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sentiment de justesse, de justice, de retour à moi-même. Le chemin à parcourir serait difficile, mais je marchais enfin sur la voie que j'étais censé emprunter depuis le début. Le lendemain de la lecture du testament, je me suis rendu au siège de Dupont Immobilier dans le centre-ville de Bordeaux. La réceptionniste a eu un mouvement de surprise quand j'ai donné mon nom. Mademoiselle Hébert? Nous ne vous attendions pas avant la semaine prochaine. J'ai pensé prendre un peu d'avance, ai-je répondu. Ma sœur est-elle là? Mademoiselle Dupont est en réunion avec l'équipe de direction, dit-elle, l'air mal à l'aise. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être dérangée. Je pense qu'elle voudra me voir, dis-je fermement. Pourriez-vous s'il vous plaît lui faire savoir que je suis là? Quelques minutes plus tard, on m'a escorté jusqu'à la grande salle de conférence où Cassie était assise à la tête d'une table, entourée d'hommes en costume coûteux. Elle leva les yeux avec une hostilité à peine dissimulée lorsque j'entrai. Nous sommes au milieu de quelque chose, Amélie. Je vois ça, ai-je répondu calmement. J'aimerais me joindre à vous, considérant qu'il semble s'agir d'une réunion stratégique pour l'entreprise que je dirige maintenant. L'un des cadres, un homme aux cheveux argentés que j'ai reconnu comme étant Gauthier Pierre, le directeur financier, nous regarda avec confusion. Je pensais que mademoiselle Dupont gérait la transition après le décès de vos parents. Il y a eu un changement, dis-je en prenant place en face de Cassie. Depuis hier, je suis la PDG de Dupont Immobilier. Maître Thibault aurait dû envoyer la notification officielle ce matin. Les cadres échangèrent des regards. Le visage de Cassie rougit de colère. C'est une situation temporaire, dit-elle sèchement. Des contestations judiciaires sont en cours. Que vous êtes libre de poursuivre, ai-je répondu. En attendant, j'apprécierais d'être incluse dans toutes les discussions de la direction. Maintenant, de quoi discutiez-vous avant mon arrivée? Gauthier s'éclaircit la gorge. Nous examinions la proposition de Méridien pour l'acquisition des propriétés du front de mer, ah oui, l'affaire Méridien. J'ai ouvert ma tablette. J'ai examiné cette proposition. Vendre ses propriétés à 20% en dessous de la valeur marchande semble pour le moins discutable, surtout compte tenu du lien de Jacques avec le PDG de Méridien. La pièce devint silencieuse. Les yeux de Cassie se rétrécirent dangereusement. C'est une accusation grave, dit-elle. Ce n'est pas une accusation. C'est une observation basée sur les documents que papa a inclus avec le testament modifié. Peut-être aimeriez-vous expliquer la justification commerciale? Elle ne le pouvait pas, bien sûr. Après une tentative maladroite de le présenter comme un partenariat stratégique, elle a brusquement mis fin à la réunion. Quand tout le monde fut sorti, elle s'est tournée vers moi. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais.
Tu vas détruire tout ce que nos parents ont construit. C'est ironique venant de quelqu'un qui prévoyait de vendre des actifs clés à l'ami de son mari à prix réduit. Ces transactions étaient plus complexes qu'elles n'apparaissaient sur le papier. Il y avait des considérations que tu ne comprends pas, alors explique-les-moi, l'ai-je défié. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu te préparais à liquider dès que tu aurais le contrôle. Elle n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, elle a rassemblé ses papiers avec des mouvements vifs et colériques. Cette entreprise a été ma vie pendant 10 ans. Tu ne peux pas simplement arriver et prendre le contrôle. Je ne suis pas simplement arrivé, ai-je répliqué. Papa a pris cette décision après mûre réflexion. Après nous avoir évalués toutes les deux par rapport aux critères de grand-père. Papa était confus et coupable ces derniers mois. Tu n'as aucune idée de comment il était après ton départ. Je l'aurais su si tu n'avais pas intercepté ses tentatives de me contacter. Son expression vacilla. Je le protégeais. Tu te protégeais toi-même, dis-je doucement. Tu savais que si nous nous réconcilions, ta position d'unique héritière pourrait être menacée. Elle claqua son porte-document. Tu as toujours pensé que tu étais tellement plus intelligente que tout le monde. Tellement supérieure. C'est pourquoi tu ne t'es jamais intégrée. Je ne correspondais pas au moule que toi et nos parents aviez créé, ai-je corrigé. C'est différent de ne pas s'intégrer. Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte. Maître Thibault entra, l'air grave. Je m'excuse de vous interrompre, dit-il. Mais il y a une affaire qui nécessite une attention immédiate. Il posa un dossier sur la table. Ces documents se trouvaient dans le coffre-fort personnel de votre père. Je viens seulement d'y accéder. J'ai ouvert le dossier pour trouver une série de mets et de dossiers financiers. En les parcourant, mon sang se glaça. Cassie, qu'est-ce que c'est, ai-je demandé en levant les yeux vers ma sœur. Son visage était devenu pâle. D'où viennent-ils? Des dossiers de votre père, répondit maître Thibault. Il semble qu'il menait sa propre enquête dans les mois précédant sa mort. Les documents détaillaient un schéma de mauvaise gestion financière sous la direction de Cassie. Rapport de dépenses gonflées, honoraires de conseil versés à des sociétés écrans qui remontaient à la famille de Jacques. Plus accablant encore, des preuves qu'elle avait secrètement négociées avec des concurrents pour vendre des actifs de l'entreprise. Tu ne prévoyais pas seulement de vendre des parties de l'entreprise, dis-je, la vérité m'apparaissant. Tu le faisais déjà, petit à petit, juste sous le nez de papa. Ce n'était pas comme ça, insista-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Alors, c'était comment, ai-je demandé. Parce que ces dossiers suggèrent que tu as systématiquement sapé l'entreprise pour ton propre bénéfice. Elle détourna le regard. Le modèle économique était dépassé. Jacques et moi avions des idées pour moderniser, mais papa ne voulait pas écouter. Il était coincé dans le passé. Alors vous avez agi dans son dos. Nous avons fait ce qui était nécessaire. Maître Thibault s'éclaircit la gorge. Madame Dupont, ces actions constituent potentiellement un manquement au devoir fiduciaire. Votre père se préparait à vous démettre entièrement de vos fonctions lorsque l'accident s'est produit. Cette révélation resta en suspens entre nous. Non seulement papa avait reconnu que j'étais mieux placé pour diriger l'entreprise, mais il avait découvert que Cassie la sapait activement. La porte s'ouvrit à nouveau et Jacques entra. Les membres du conseil arrivent pour la réunion d'urgence, dit-il, puis s'arrêta net en voyant maître Thibault. Quelle réunion d'urgence, ai-je demandé. Cassie se redressa, se composant. J'ai convoqué le conseil pour voter sur la contestation du testament et le maintien de la direction actuelle pendant la contestation judiciaire. Ce ne sera pas nécessaire, vint une voix de l'embrasure de la porte. Gauthier Pierre se tenait là, avec plusieurs autres membres du conseil derrière lui. Nous avons examiné les documents que maître Thibault a envoyés ce matin. Le testament modifié, le processus d'évaluation et, plus préoccupant, les preuves d'irrégularité financière sous la direction exécutive actuelle. Jacques pâlit. Quelle preuve? Gauthier posa un autre dossier sur la table. Notre propre équipe d'audit enquête sur des préoccupations depuis des mois. Votre père l'avait autorisé, Amélie, bien que vous ne l'auriez pas su. Les conclusions concordent avec les documents de ses dossiers personnels. Il se tourna vers Cassie. Le conseil a voté à l'unanimité pour maintenir les dernières volontés d'Henri concernant la succession. Amélie assumera le rôle de PDG avec effet immédiat. Cassandre, votre position sera réexaminée en attendant une enquête complète sur ces divergences financières.
Cassie regarda autour de la pièce, ne trouvant aucun allié. C'est un coup d'État, dit-elle amèrement. Ma sœur revient dans nos vies après 3 ans et vous lui donnez tous les clés du royaume. Personne ne me donne rien, dis-je fermement. Papa a pris sa décision sur la base du mérite et des preuves, tout comme grand-père l'avait prévu. Le fait que vous travaillez activement contre les intérêts de l'entreprise ne fait que confirmer qu'il a fait le bon choix. Elle rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte, Jacques la suivant. Sur le seuil, elle se retourna. Ce n'est pas fini, Amélie. Loin de là. Après leur départ, les membres du conseil se sont présentés correctement. Beaucoup m'avaient connu enfant mais ne m'avaient pas vu depuis des années. Ils ont exprimé leur confiance dans la décision de papa et ont offert leur soutien pendant la transition. Quand tout le monde fut parti, je suis resté seul dans la salle de conférence, regardant l'horizon de Bordeaux. Tant de choses avaient changé en quelques jours seulement. J'étais revenu n'attendant rien et me retrouvais maintenant responsable d'une entreprise qui employait des centaines de personnes et représentait l'héritage de ma famille. Mon téléphone a vibré avec un texto de Diane, « Comment ça va ? Besoin d'un plan d'évasion ? » J'ai souri et tapé en retour, « C'est compliqué, mais je crois que je suis exactement là où je dois être. » Ce soir-là, je suis retourné à la maison familiale, ma maison maintenant, selon le testament. Martine était là, ayant conservé son poste de gouvernante pendant les années de mon absence. « J'ai trouvé quelque chose que vous voudrez peut-être voir, » dit-elle en me conduisant au bureau de mon père. Sur son bureau se trouvait un journal relié en cuir. « Il a commencé à vous écrire après votre brouille, » expliqua Martine. « Quand il ne pouvait pas vous joindre directement, il mettait ses pensées ici. Il disait, peut-être qu'un jour vous les liriez. » J'ai ouvert le journal les mains tremblantes. Des pages et des pages de l'écriture distinctive de mon père remplissaient le livre, réflexions sur les décisions commerciales, histoire sur ses débuts avec mon grand-père et, plus poignant encore, sa prise de conscience croissante qu'il m'avait mal jugé, ainsi que Cassie, depuis toujours. 15 octobre, j'ai regardé un reportage sur solutions innovantes sur BFM Business aujourd'hui. Il y avait Amélie, expliquant avec assurance leur approche novatrice de la gestion éthique des données. À ce moment-là, j'ai vu mon père dans ses yeux. La même passion pour faire les choses correctement. La même vision claire. Comment ai-je pu manquer ça pendant si longtemps ? 30 novembre, rapport troublant de l'équipe d'audit concernant des irrégularités financières. Les explications de Cassandre ne tiennent pas la route. Je crains que nous ayons commis une terrible erreur dans la façon dont nous avons positionné les filles toutes ces années. J'en serais déçu de moi. 10 janvier, j'ai rencontré Édouard aujourd'hui pour modifier le testament afin de l'aligner sur les intentions initiales de père. C'est la bonne chose à faire, même si je sais que cela causera de la douleur et de la confusion. J'espère seulement avoir la chance d'expliquer à Amélie en personne et que, d'une manière ou d'une autre, elle pourra me pardonner. La dernière entrée était datée de seulement 3 jours avant l'accident. Si tu lis ceci, Amélie, sache que ta mère et moi sommes profondément désolés pour la façon dont nous t'avons manqué. Nous avons laissé nos propres préjugés et suppositions obscurcir notre jugement. Nous avons vu ce que nous nous attendions à voir plutôt que ce qui était réellement là. Tu méritais mieux de notre part. L'entreprise sera entre de bonnes mains avec toi. De meilleures mains qu'elle ne l'aurait été avec ta sœur, ou même avec moi. Tu es la véritable héritière de Jean Dupont à tous égards importants. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner d'avoir mis si longtemps à le voir. J'ai fermé le journal, les larmes coulant sur mon visage. La réconciliation que j'avais cru impossible avait été à portée de main. Mon père avait vu la vérité avant la fin. Ce n'était pas tout. Cela ne pouvait pas effacer des années de favoritisme et de dédain, mais c'était quelque chose, une base sur laquelle construire, même si ce n'était que dans la mémoire. Martine me serra doucement l'épaule. Il voulait réparer les choses. J'aurais aimé qu'il en ait eu la chance, ai-je murmuré. Il l'a eu, répondit-elle. Tu es là maintenant. Tu connais la vérité, et tu as l'opportunité de diriger l'entreprise selon les valeurs de ton grand-père. C'est ce qu'il voulait par-dessus tout. Alors que je m'installais dans le bureau cette nuit-là, entouré des livres et des artefacts de l'histoire de ma famille, j'ai eu le sentiment que la boucle était bouclée. Le voyage avait été douloureux, les révélations choquantes. Mais à travers tout cela, une vérité avait émergé qu'aucune tromperie ne pouvait garder enfouie éternellement. Demain apporterait de nouveaux défis. Cassie contesterait probablement le testament avec toutes ses forces. L'entreprise avait besoin d'une direction attentive pendant cette transition, et j'avais ma propre vie à Sophia Antipolis à considérer.
Mais ce soir, je me suis permis de ressentir le triomphe doux amer de la justification. Mon père m'avait vu, vraiment vu, avant la fin. Et maintenant, j'avais la chance d'honorer à la fois sa reconnaissance tardive et la vision originale de mon grand-père. Ce n'était pas la réconciliation que j'aurais pu espérer. Mais c'était, à sa manière, une sorte de justice. Les semaines qui ont suivi la lecture du testament ont été un tourbillon d'activités. Comme prévu, Cassie a déposé une contestation judiciaire, affirmant que notre père avait été indûment influencé et manquait de capacité mentale lors de la modification. Ses avocats ont demandé une injonction temporaire pour m'empêcher de prendre le contrôle de Dupont Immobilier. Tandis que l'affaire suivait son cours, l'audience fut fixée à un mardi matin début mars. Je suis arrivé au palais de justice avec Maître Thibault, armé des évaluations médicales, de la déclaration vidéo et des affidavits des associés qui avaient interagi avec notre père ces dernières semaines. Cassie et Jacques étaient assis de l'autre côté de la salle d'audience, ne croisant pas mon regard. La juge, une femme à l'air sévère d'une 60aine d'années, examina attentivement les documents. « Mademoiselle Dupont, dit-elle enfin, je ne vois aucune preuve convaincante d'influence indue ou de capacité diminuée. Les évaluations médicales sont claires. De multiples témoins ont attesté de la santé mentale de votre père, et sa déclaration vidéo est particulièrement convaincante. » Elle rejeta la demande d'injonction. C'était notre première victoire, mais pas la fin de la bataille judiciaire. Les avocats de Cassie indiquèrent qu'ils poursuivraient la contestation complète. 2 jours plus tard, cependant, Gauthier Pierre demanda une réunion urgente. Le comité d'audit a terminé son enquête, me dit-il dans mon bureau nouvellement occupé. Les conclusions sont troublantes. Le rapport détaillait une mauvaise gestion financière systématique sous la direction de Cassie. Au-delà de l'affaire Méridien, ils avaient trouvé des preuves de pots de vin, de contrats gonflés avec des entreprises amies et de dépenses personnelles imputées au compte de l'entreprise. Le conseil estime que nous devrions présenter ces conclusions à votre sœur avant de poursuivre, dit Gauthier prudemment. Une longue bataille judiciaire nuirait à l'entreprise et à la réputation de la famille. J'ai accepté. Cet après-midi-là, Cassie et Jacques sont arrivés avec leur avocat pour ce qu'ils pensaient être une discussion de règlement. Au lieu de cela, Gauthier présenta les conclusions de l'audit. Tandis que le visage de Cassie pâlissait de plus en plus, il expliqua que si elle maintenait sa contestation, le Conseil serait obligé d'engager des poursuites judiciaires concernant les irrégularités financières. Cela entraînerait probablement des poursuites pénales, conclut-il. Son avocat, examinant les documents avec une inquiétude croissante, lui murmura rapidement à l'oreille. Jacques avait l'air physiquement malade. « Que veux-tu » demanda finalement Cassie, la voix vide. J'y avais beaucoup réfléchi. Malgré tout, elle était toujours ma sœur. Et bien que ses actions aient été répréhensibles, je comprenais la pression sous laquelle elle avait vécu. L'attente qu'elle hériterait de tout, la peur de décevoir nos parents. Je veux que tu abandonnes la contestation du testament, dis-je. En retour, je suis prête à t'offrir un poste dans l'entreprise, mais pas en tant que vice-présidente exécutive. Tu travailleras avec l'équipe de développement sur des projets spécifiques, sous supervision. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que malgré tout, tu as des compétences qui pourraient profiter à l'entreprise. Et parce que je pense que grand-père voudrait que nous trouvions un moyen d'avancer qui honore son héritage sans détruire ce qui reste de notre famille. Elle détourna le regard, un conflit évident sur son visage. Et Jacques, c'est plus compliqué, admis-je, étant donné son implication dans l'affaire Méridien. Je ne vois pas de place pour lui dans l'entreprise, mais je ne poursuivrai pas les accusations si vous coopérez tous les deux pleinement à l'enquête financière et que vous restituez les fonds détournés. Son avocat hocha légèrement la tête, indiquant que c'était une offre raisonnable. Après un long silence, Cassie accepta. Les papiers furent rédigés cet après-midi-là. Le soir même, sa contestation du testament était officiellement retirée. La menace juridique immédiate étant écartée, je pouvais enfin me concentrer sur l'entreprise elle-même. J'ai passé des semaines à rencontrer les chefs de département, à examiner les projets et à apprendre les subtilités d'une entreprise dont on m'avait dit pendant des années que je ne la comprendrais pas. Ce que j'ai découvert, c'est que mon bagage technologique m'offrait des perspectives uniques pour moderniser Dupont Immobilier. L'entreprise avait tardé à adopter les innovations numériques qui pourraient rationaliser les opérations et ouvrir de nouveaux marchés. Lors de ma première réunion du conseil d'administration en tant que PDG, j'ai présenté une vision pour l'avenir qui honorait les valeurs de mon grand-père tout en embrassant les opportunités du XXIe siècle.
Jean Dupont a bâti cette entreprise sur le principe que le développement immobilier devait améliorer les communautés, et non les exploiter, ai-je dit au conseil. Je veux revenir à cette fondation tout en utilisant la technologie pour nous rendre plus efficaces, plus réactifs au changement du marché et plus innovants dans notre approche. Le plan comprenait une transformation numérique complète, des pratiques de construction écologiquement durables et un engagement envers des composantes de logements abordables dans tous les nouveaux développements résidentiels. À ma surprise, le conseil fut enthousiaste. Plusieurs membres ont confié qu'ils s'inquiétaient de la direction de l'entreprise sous l'influence de Cassie. Votre père serait fier, m'a dit Gauthier après la réunion. C'est exactement le genre de pensée progressiste qu'il espérait. Cassie commença son nouveau rôle avec une réticence évidente. Nos interactions étaient étranges mais professionnelles. Progressivement, alors qu'elle voyait ses idées être prises au sérieux dans le cadre d'une supervision appropriée, une partie de la tension s'est atténuée. Un après-midi, environ 2 mois après la lecture du testament, elle frappa à la porte de mon bureau. « Tu as une minute ?» demanda-t-elle, sa confiance habituelle atténuée. J'ai hoché la tête, lui faisant signe de s'asseoir sur la chaise en face de mon bureau. Elle s'assit, jouant avec sa montre. Je voulais dire, je suis désolé. D'avoir intercepté les lettres de papa, d'avoir menti sur toi à la famille, pour tout. J'ai étudié son visage, cherchant la sincérité. Pourquoi as-tu fait ça? Elle détourna le regard. J'avais peur. Toute ma vie, on m'a dit que j'hériterais de l'entreprise. C'était mon identité. Puis papa a commencé à parler de toi, de combien il était impressionné par ce que tu avais accompli par toi-même. Je pouvais le voir reconsidérer tout, et j'ai paniqué. Ce n'était pas une excuse complète, mais c'était plus de conscience de soi que ce à quoi je m'attendais de sa part. J'apprécie les excuses, dis-je finalement. Ça n'efface pas ce qui s'est passé, mais c'est un début. Elle hocha la tête. Jacques et moi nous séparons. Il était plus impliqué dans les problèmes financiers que je ne l'avais admis au départ. Il a poussé pour l'affaire Méridien. Il disait que ça nous mettrait à l'abri pour la vie. Je suis désolé de l'apprendre, dis-je, et je le pensais, malgré tout. Que vas-tu faire maintenant? Me concentrer sur le travail, je suppose. Essayer de regagner un peu de confiance. Elle réussit un petit sourire ironique. Peut-être apprendre de ma petite sœur, pour changer. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début, un chemin vers la guérison de ce qui avait semblé irrémédiablement brisé. La situation familiale se stabilisant, j'ai tourné mon attention vers l'équilibre entre mes nouvelles responsabilités à Bordeaux et ma vie à Sophia Antipolis. Après mûre réflexion, j'ai organisé mon temps entre les deux villes, maintenant mon rôle chez Solutions Innovantes tout en établissant une solide équipe de direction chez Dupont Immobilier. 6 mois après être devenu PDG, j'ai lancé la Fondation Dupont, une organisation à but non lucratif dédiée aux initiatives de logements abordables et au développement communautaire dans les zones mal desservies. C'était ma façon d'honorer les valeurs de mon grand-père tout en créant quelque chose de nouveau. Lors de l'événement inaugural de la Fondation, je me tenais à la tribune, regardant des visages familiers et nouveaux, des associés de mes parents, de vieux amis de la famille, mon équipe de Sophia Antipolis venue me soutenir, même Cassie, assise discrètement au fond. Jean Dupont croyait que le succès en affaires devait se traduire par le renforcement des communautés, ai-je dit à l'auditoire. Que le profit sans but était vide. Que l'innovation devait servir les besoins humains, et pas seulement les objectifs financiers. La Fondation Dupont portera ses valeurs vers une nouvelle génération. Après les discours et les toasts au champagne, je me suis retrouvé seul dans le bureau de mon père, maintenant le mien. Sur le bureau trônait le portrait de mon grand-père, à côté d'une photo de mes parents le jour de leur mariage. J'avais ajouté un 3e cadre, la photo de voile de Bretagne, nous 4 souriant au soleil avant que tout ne se brise. Martine m'a trouvé là, perdu dans ses pensées. Il serait fier, dit-elle doucement. Tous les 3. Même après tout ce qui s'est passé. Elle hocha la tête. Tes parents ont fait des erreurs, de graves erreurs. Mais à la fin, ton père a reconnu la vérité. Et ta mère, malgré tous ces angles morts, vous aimez toutes les deux. Elle aurait fini par changer d'avis. Je n'en étais pas entièrement convaincu, mais j'appréciais sa gentillesse. Et toi, demanda-t-elle. Trouves-tu la paix avec tout ça? J'ai examiné la question attentivement. J'y arrive. L'entreprise prospère. La fondation est lancée. Cassie et moi y travaillons. J'ai souri légèrement.
Ce n'est pas la vie que j'imaginais pour moi, mais peut-être que c'est celle que j'étais censé avoir depuis le début. Martine me serra la main. Ton grand-père disait que l'héritage le plus important, ce ne sont pas les bâtiments ni les comptes en banque. C'est la différence que tu fais dans la vie des gens. Tu honores magnifiquement cet héritage. Alors qu'elle me laissait à mes pensées, je me suis tourné vers la fenêtre donnant sur l'horizon de Bordeaux. Les lumières de la ville scintillaient dans le crépuscule naissant, une constellation de possibilités. Mon parcours avait été compliqué, parfois douloureux. La réconciliation que j'avais espérée avec mes parents était arrivée trop tard d'un certain point de vue, mais peut-être juste à temps d'un autre. Grâce à leur reconnaissance tardive, j'avais trouvé mon chemin vers un nouveau chapitre, un chapitre qui honorait le passé tout en créant quelque chose d'uniquement mien. J'ai pensé à la dernière entrée du journal de mon père, tu es la véritable héritière de Jean Dupont à tous égards importants. Non pas à cause de l'ADN ou de l'ordre de naissance, mais à cause des valeurs, de la vision et de l'intégrité. C'était le véritable héritage, celui qui ne pouvait être écrit dans un testament ni contesté devant un tribunal. Le chemin à parcourir n'était ni parfait ni facile. Il y avait encore des blessures à guérir, des relations à reconstruire, des défis à surmonter. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Et vous? Avez-vous déjà vécu un moment où la vie a pris un tournant inattendu qui vous a finalement conduit exactement là où vous deviez être? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Et si vous avez trouvé quelque chose de précieux dans mon parcours, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres histoires de rédemption familiale et de découverte de votre véritable voie. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi aujourd'hui. Je suis reconnaissante pour chacun d'entre vous.